À ceux qui nous ont rejoints, essentiellement pour le moment monsieur Rivalin. Merci d'être avec nous. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas, à m'interrompre, pendant, le petit exposé que je vais faire avec l'équipe et puis de toute façon, on laissera, le plus de temps possible après pour, répondre à toutes vos questions. Donc ça, c'est sur les éléments techniques. Alors, juste vous rappeler, puisqu'on avait déjà eu cette conférence de presse au mois de mars, hein, puisque vous vous rappelez, les élections étaient prévues pour le 17 mars, et en raison de la crise sanitaire, ces élections ont été reportées, donc ils sont maintenant prévues pour le personnel le 13 octobre et pour les étudiants le 17 novembre, avec une élection du président le 1er décembre lors du conseil d'administration qui sera complet ce jour-là. Alors juste, je voulais rappeler la méthode qui, depuis 2 ans, a prévalu à la mise en place de notre projet. Alors premièrement, depuis 2 ans, on a constitué une équipe qui se veut être pluridisciplinaire, entièrement renouvelée et la plus jeune possible. Voilà, donc on a vraiment axé sur la jeunesse, sur le renouvellement et sur l'expertise. C'est-à-dire qu'on a voulu se mettre autour d'une table avec différentes expertises, les uns sur l'enseignement, les autres sur les éléments pédagogiques, d'autres sur la formation continue, d'autres sur la recherche. Donc vraiment une équipe qui est très experte, mais aussi pluridisciplinaire, venant de à peu près toutes les composantes de notre université. Alors pour essayer de construire ce projet, eh bien, on a confronté à la fois nos propres idées, parce qu'on en a quand même, à la fois les grands enjeux des universités, de notre université, mais aussi des universités au sens large du terme. Et enfin, on a absolument voulu savoir ce que les personnes qui travaillaient dans l'université et ceux qui fréquentaient l'université, c'est-à-dire les étudiants, pensaient de ce que devait être notre université de demain. Et c'est pour ça que nous avons fait, enfin moi personnellement, j'ai fait plus de 100 rencontres, les yeux dans les yeux, de plus de 2 heures, ces rencontres ont été extrêmement utiles parce qu'elles m'ont permis de bien écouter et entendre ce que les personnes comme les étudiants, les BIATS ou les enseignants avaient à me dire sur leur vie quotidienne et comment est-ce qu'on pouvait améliorer leur vie quotidienne, puisque c'est un des enjeux majeurs de notre projet, c'est d'améliorer la vie quotidienne de chacun. Donc ça a été ces rencontres les yeux dans les yeux, mais on a aussi, grâce à l'équipe, mis en place 2 questionnaires. Un premier questionnaire qu'on avait envoyé avant mars et un deuxième questionnaire pour lequel nous avons eu les réponses il y a quelques jours. Donc on a eu plus de 350 réponses, hein, quand même, donc c'est quand même tout à fait significatif, puisque je précise que c'est un questionnaire qui n'a pas été envoyé aux étudiants, puisque les étudiants avaient déjà plein de questionnaires en route, donc il n'était pas utile de remettre en place des questionnaires pour les étudiants. C'était un questionnaire qui avait été envoyé aux administratifs de notre université et aux enseignants chercheurs. Donc vraiment, on avait beaucoup de matière pour pouvoir construire ce projet. Et puis, eh bien, vous savez qu'on a fait 6 réunions thématiques, quelle innovation. Moi, personnellement, avec l'équipe, nous avons fait plus de 20 réunions dans les différentes UFR, 4 webinars, hein, les 4 webinars qu'on a fait, et le dernier aura lieu lundi. Et puis voilà, tout ça nous a permis de co-construire un projet qui est à l'écoute du quotidien de chacun, pour en améliorer le bien-être et pour essayer de faire en sorte de répondre à ce que les gens attendent, parce que c'est ça le vrai but d'un projet, d'un véritable projet. Alors, je voulais juste rappeler quel a été mon parcours professionnel. Donc, je suis PUPH. J'ai été responsable et j'ai créé le service de médecine intensive réanimation au CHU d'Amiens. J'ai été responsable d'un pôle de 10 services. Voilà. J'ai abandonné ces 2 fonctions pour pouvoir me consacrer pleinement à ce projet, pleinement aussi si je suis élu à l'université. J'ai abandonné tous mes mandats, qu'ils soient électifs ou non électifs, pour me consacrer entièrement à l'université. Voilà. Juste vous rappeler que j'ai dirigé la recherche clinique et je l'ai même construite en quelque sorte au CHU d'Amiens, puisque quand on m'a confié le poste de délégué régional de la recherche clinique, il n'y avait pas de direction de recherche clinique au CHU d'Amiens, et donc j'ai créé la recherche clinique telle qu'elle existe aujourd'hui.
J'ai été après président de la commission médicale d'établissement. Je vous rappelle juste qu'à l'hôpital, l'hôpital est dirigé conjointement par un administratif qui a la main sur les finances, évidemment, et par un médecin qui est le directeur médical ou le président de la commission médicale d'établissement, qui lui est en charge de l'organisation médicale et du projet médical. Donc j'ai dirigé cet établissement pendant 4 ans, après quoi j'ai suivi l'équipe de Michel Brasier comme second vice-président du conseil d'administration de l'UPJV, puis comme premier vice-président de ce conseil d'administration. Donc, juste pour vous dire que j'ai quand même une assez grosse expérience sur la gouvernance de grosses structures, mais je connais quand même très bien notre université pour l'avoir co-dirigé avec l'équipe de Michel Brasier. Voilà. Donc, je voulais qu'on aborde maintenant les 10 points euh, qui constituent en fait le cœur de notre projet. Alors, le premier point, c'est pour moi une université gérée de façon responsable, professionnelle, dans un contexte de crise sanitaire, parce que ça, on ne peut pas nier qu'on est en crise sanitaire et donc on est obligé d'adapter notre fonctionnement à cette crise sanitaire, tant sur le plan de la gestion des personnels administratifs et enseignants que pour nos étudiants. Alors, c'est très important, effectivement, de dire qu'on est en crise sanitaire parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on doit essayer de modifier dans notre gouvernance. Alors moi, j'ai géré à l'hôpital la crise sanitaire puisque je dirigeais le service de médecine intensive réanimation. À ce titre-là, eh bien, on était dans la gouvernance des organisations qu'on a mises en place. À aucun moment on a été débordé. Et donc cette expérience, je voudrais la mettre à la disposition de l'université pour que l'on puisse continuer à travailler les uns et les autres dans les meilleures conditions possibles. On pourra en rediscuter tout à l'heure. Donc, moi, ce qui me semble important en tout cas, c'est que nous, on est très, très favorable à une gouvernance décentralisée. Pour nous, c'est extrêmement important d'essayer de simplifier les échelons administratifs de manière à ce qu'il y ait un contact direct et des rencontres directes entre la présidence université, notre équipe qui sera au travail demain et le terrain. Donc, des visites, un dialogue de gestion, voilà. Euh, il faut laisser plus d'autonomie aux agents sur le terrain et c'est comme ça qu'on arrivera à améliorer le bien-être dans l'établissement. Bien sûr, nous sommes très, très à l'écoute de tous et nous voulons mettre un grand plan en place de qualité de vie au travail. Ça nous semble, enfin moi je l'ai testé à l'hôpital, je pense que c'est un élément extrêmement important dans la gestion maintenant d'une grosse structure comme l'UPJV. Il faut responsabiliser le personnel, il faut essayer de se mettre dans des contrats participatifs d'objectifs et de moyens, de manière à construire, à co-construire des objectifs communs et à faire en sorte que ces objectifs soient réalisés. Donc, on mettra en place une feuille de route. Cette feuille de route, c'est notre projet auquel s'ajoutera un certain nombre d'autres éléments qui viendront abonder ce projet au cours de notre gouvernance. Mais pour nous, il y aura une feuille de route. Et l'idée, c'est qu'en 4 ans, cette feuille de route soit terminée, soit réalisée. On veut se placer dans du pragmatisme. Ça, c'est extrêmement important. Donc, nous, en plus, je ne me représenterai pas, et ça, c'est très clair, pour un second mandat, ce qui m'évitera de faire du clientélisme qui, je trouve, évidemment, gêne beaucoup pour la conduite d'une structure comme notre université. Donc, je veux vraiment me placer dans une conduite de projet très, très claire avec cette feuille de route. Et cette feuille de route, nous la réaliserons. On fera tout pour la réaliser au bout de 4 ans. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me semble important, c'est d'avoir une université sociale qui contribue au développement durable, à la santé, au bien-être de toute notre communauté universitaire et de globalement la société dans son ensemble. Et là, je voudrais que Hélène Oran intervienne sur ce point. Oui, donc en fait, pour répondre à ces enjeux, ce qu'on propose, c'est de nous engager dans une démarche de développement durable et de responsabilité sociétale en nous appuyant sur un outil qui s'appelle le plan vert et qui est déjà quelque chose en œuvre dans un certain nombre d'universités qui avait entre autres été proposé par la conférence des présidents d'universités. En fait, ce qui nous semble vraiment intéressant dans cette démarche de plan vert, c'est qu'elle intègre des propositions d'action à la fois sur la formation, sur la recherche, sur la politique environnementale de l'université, mais aussi sur sa politique sociale. Le principe du plan vert, en fait, c'est l'établissement d'un diagnostic initial dans ces différents axes,
la mise en place d'un plan pluriannuel qui va viser à augmenter en fait le niveau de maturité en termes de développement durable et responsabilité sociétale. Donc, je peux prendre un exemple. Donc, pour la formation. Donc, pour la formation, ce que l'on voudrait développer, en fait, c'est l'accompagnement de formation dans le thème du développement durable et de la responsabilité sociétale pour les étudiants. Donc, développer des compétences dans ces domaines-là. Et en fait, c'est un exemple qui n'est pas anodin, puisque une étude avait montré il y a quelques années que ce sont plus de 80% des étudiants qui souhaitent que leur métier intègre ces enjeux du développement durable. Pour le développement d'une vraie politique environnementale, on peut citer des actions en faveur de l'amélioration du bilan carbone de l'université, par exemple. Donc déjà, il faut refaire ce bilan carbone, le dernier date de 2015. Et puis, regarder ensuite les marges d'amélioration qui sont très nombreuses et qui en plus sont très très souvent liées aux enjeux sociaux. Par exemple, si on veut réduire les émissions de carbone dans le cadre des transports, ça peut passer par la facilitation du travail collaboratif à distance, le télétravail. Et ce télétravail, c'est aussi un levier d'amélioration de la qualité de vie, de réduction de la fatigue. Donc en fait, on voit à travers cet exemple-là que développement durable, santé, bien-être au travail sont étroitement liés. Donc, en fait, ici, ce sont juste quelques exemples, mais ce qui est important, c'est vraiment la méthode qu'on veut utiliser, qui vise à une amélioration continue en nous appuyant sur des indicateurs qui sont mesurables et donc qui sont vérifiables par tous. Alors, une université sociale, solidaire, responsable pour lutter contre toutes les formes de précarité et d'exclusion. Alors nous, on va mettre en place une commission du bien-être qui sera avec un vice-président bien-être et qui sera en charge d'essayer de faire en sorte que l'on change complètement la politique de gouvernance de notre université pour se placer dans une réflexion de responsabilisation de chacun des personnes qui travaillent dans l'université, dans la confiance et dans la mesure du possible, de venir travailler en ayant, si ce n'est un sourire, mais en tout cas éviter les problèmes psychosociaux. Alors, une université solidaire et responsable pour lutter contre toutes les formes de précarité, à la fois vis-à-vis des BIATS, donc des administratifs, que vis-à-vis des étudiants. On va mettre en place un réseau au niveau des étudiants, des BIATS et des enseignants pour essayer de dépister les étudiants qui seraient en difficulté dans notre université et de mettre en place avec toutes les structures de notre université et avec le Crous, des possibilités d'aide financière, de bourse, pour éviter d'avoir cette précarité étudiante. Pour la précarité des administratifs, écoutez, on est quand même très soucieux de l'état actuel des catégories C, à la fois parce que ces catégories C font très souvent un travail de catégorie B, et donc il va falloir penser, et ce ne sont pas que des mots, il va falloir vraiment penser à un vrai repyramidage, c'est-à-dire de redonner aux catégories C qui font un travail B le statut de B. Et puis, deuxième élément, pour les plus démunis de notre université, essayer de faire en sorte que la fameuse prime de fin d'année ne soit pas uniquement une prime avec des sommes. Certes, c'est nous qui l'avons mise en place, il y a entre 2012 et 2016, mais je pense qu'il faut qu'elle soit beaucoup plus importante et dans la mesure du possible qu'elle essaye d'atteindre le 13e mois, puisque vraiment à l'université, c'est un des rares endroits publics où il n'y a pas de 13e mois. Alors, quatrième point, c'est la recherche. Et là, on a de la chance d'avoir dans notre équipe El Moustapha Mouadib. El Moustapha, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ta vision dans le cadre de notre projet sur la recherche, s'il te plaît? Bien sûr. Bonjour. Juste quelques mots donc pour me présenter. Je suis professeur à l'Université d'Hôpital Jules Verne et j'enseigne à l'IUT, à l'UFR des sciences et également à l'UFR des arts. J'effectue mes travaux de recherche dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire MIS, que j'ai co-dirigé et que j'ai dirigé depuis 5 ans à peu près. Et donc, parmi mes activités de recherche, je suis porteur d'un programme de recherche qui s'appelle e-Cathédrale, qui est un beau programme autour du numérique et de ses applications pour le patrimoine monumental. Et dans cette dynamique, j'ai initié la création d'une structure fédérative de recherche
qui s'appelle SFR Numérique et Patrimoine, et qui a vocation à fédérer la recherche dans toute la région Hauts-de-France. Donc, on y retrouve pratiquement toutes les universités de notre grande région. Donc, ceci pour donner un exemple, parmi d'autres, de l'équipe ou des membres de l'équipe de Michel Slama, et qui permet à cette équipe de s'appuyer sur une solide expérience de recherche, à la fois nationale, mais également internationale. D'ailleurs, plusieurs des membres de l'équipe collaborent, bien sûr, mais ont aussi effectué des séjours dans des grands laboratoires universitaires dans pratiquement tous les continents. Par conséquent, la vision de recherche que nous portons, elle est ambitieuse et elle est construite en ayant des références qui sont d'ordre mondial. Donc, nous savons aussi que notre université, bien sûr, au-delà de l'équipe, a beaucoup d'atouts et qu'elle est capable de se positionner à ce niveau-là. Et nous ferons tout en œuvre, nous mettrons tout en œuvre pour aider les collègues à aller encore plus loin. Donc, nous pensons en particulier transformer aussi toutes ces collaborations qui actuellement sont très riches au niveau de la recherche, les transformer également au bénéfice de la pédagogie. Et cela passe forcément par un renforcement du pilotage, une clarification et simplification des procédures, que ce soit pour l'élaboration des conventions, mais également pour l'échange en termes d'accueil et notamment des collègues et des étudiants étrangers. Nous souhaiterions aussi, pour donner un autre exemple d'action que l'on peut mener, simplifier et réduire le nombre d'appels à projets à son strict minimum. Alors pourquoi? Parce qu'à force de multiplier ces appels à projets, on demande aux enseignants-chercheurs d'investir encore davantage de temps, alors qu'ils n'en ont plus beaucoup par toutes les charges administratives, à rédiger des réponses à ces appels à projets. En plus, ça génère une surcharge administrative, ça génère de la gestion administrative, il faut instruire ces dossiers, il faut les évaluer, etc., pour finalement redistribuer sous forme d'un saupoudrage les moyens financiers. Donc, nous souhaiterions réduire au minimum les appels à projets, surtout en interne, et à renforcer un financement de type récurrent qui tiendrait par exemple compte des évaluations qui sont faites par le HCRS sur des durées qui sont, on va dire, compatibles avec les temps de la recherche. Donc, toujours sur cet aspect financement de la recherche, et pour améliorer la question de la gestion des dotations des unités de recherche, nous proposons par exemple une gestion pluriannuelle qui va nous permettre le gaspillage et surtout de permettre aux enseignants-chercheurs de faire une gestion dans la durée, typiquement 4 ou 5 ans. Et je pense que le maître mot pour arriver à cela, c'est qu'il faut faire confiance aux enseignants-chercheurs et aux unités de recherche dans la gestion de leur financement. Enfin, dernier exemple, qui est extrêmement important pour nous, c'est qu'il faudra travailler sur la question du soutien aux chercheurs et surtout les jeunes pour prendre en charge totalement tous les volets financiers, administratifs et de suivi des projets que mènent les collègues enseignants-chercheurs. Donc, on ne peut pas tout faire. Il faut qu'on puisse leur dégager du temps pour qu'ils puissent se consacrer à ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire la partie scientifique, et mettre les moyens sur des structures bien adaptées qu'il faut former pour qu'elles puissent leur apporter le soutien nécessaire. Voilà un peu quelques exemples, et pour ne pas trop monopoliser la parole. Donc, j'ai choisi quelques exemples un peu qui illustrent notre vision, mais bien sûr, il y a d'autres points qui sont détaillés dans le programme. Merci beaucoup El Mustapha. Donc vraiment très clair, hein. On va vers une direction de la recherche qui doit absolument être au service des chercheurs pour que les chercheurs ne soient plus amenés à perdre du temps sur de l'administratif. Donc une grande simplification administrative et puis une aide administrative tout au long d'un projet de recherche. Et puis cette
interdisciplinarité qui semble vraiment extrêmement importante. Alors, on va peut-être passer sur les éléments plus pédagogiques, hein, donc le point 5 et le point 6. Et là, je vais laisser la parole à Sylvie Baltora qui va peut-être nous donner quelques éclairages. Et Michel, merci. Donc, pour ce qui concerne ces aspects-là, notre feuille de route sera de mettre en place un accompagnement des étudiants pour qu'ils puissent acquérir compétences et connaissances dans les meilleures conditions possibles et surtout qu'ils puissent accéder au projet ou à l'insertion professionnelle qu'ils désirent. Alors, bien sûr, des dispositifs sont déjà en place, mais ce que nous souhaitons faire, c'est les rendre beaucoup plus fonctionnels, en concertation bien sûr avec l'ensemble des étudiants, des BIATS et des enseignants pour renforcer certains aspects, notamment l'aspect du soutien aux étudiants les plus en difficulté, parce que nous en avons beaucoup dans notre université. Un autre dispositif auquel nous avons pensé, que nous avons appelé guichet unique, mais bon, le terme pourrait éventuellement être modifié. Donc, ce serait de mettre en place quelque chose qui puisse faciliter la vie quotidienne des étudiants, qui, pour de nombreux aspects, n'est pas forcément très facile et qui diffère en fait en fonction des lieux de l'université dans lesquels se trouvent les étudiants. Donc, une petite harmonisation aussi des pratiques, avec en même temps un maintien des différences qui sont propres à chaque composante. Alors ensuite, pour que les étudiants soient heureux de venir en cours, il faut que les enseignants le soient aussi. Et donc, il faut absolument que la communauté éducative dans son ensemble retrouve de la liberté et de la souplesse pour pouvoir à la fois avoir un exercice quotidien apaisé de la dispensation de savoir, pour pouvoir proposer aussi de nouvelles formations initiales et ou continues, et puis pour développer des innovations pédagogiques, bien sûr, dans l'intérêt des étudiants. Il nous faut absolument sortir des injonctions, des lourdeurs procédurales et surtout de la mise en avant systématique de la soutenabilité. Je pense que beaucoup de collègues, ce mot leur fait horreur, que nous avons subi donc, ces dernières années, pour pouvoir développer un sentiment d'appartenance à une université qui est dynamique et donc dans laquelle il fait bon vivre, venir étudier, et puis pour l'ensemble des personnels de pouvoir travailler. Donc, nous avons pas mal de points qu'on pourra développer éventuellement par la suite. Voilà. Merci beaucoup Sylvie. Donc vraiment sur le plan pédagogique, vraiment notre désir, c'est vraiment d'essayer d'aller vers ce que vient de dire Sylvie, et un point important qui est ce fameux guichet unique, c'est un lieu dans lequel l'étudiant rentre, hein, un lieu géographique, hein, architectural, dans lequel il rentre et il trouve tous les services qui sont destinés aux étudiants. Je pense que ça va faciliter beaucoup les choses, hein. S'il a un problème de santé, il va à droite. Il veut te chercher de l'international, il va à gauche, etc. Voilà, vraiment un même lieu, en particulier pour un lieu d'information aussi, hein. On a des liens forts avec le CRIJ, hein, le Centre régional d'information de la jeunesse. Ça me semble important aussi d'avoir un bureau de ce CRIJ au sein de ce guichet unique. Alors, le 7e point, pour nous, c'est une université ancrée dans son territoire socio-économique, en lien étroit et pérenne avec les entreprises pour favoriser l'insertion des étudiants. Parce qu'on est, je pense, un peu enfermé dans une espèce de tour d'ivoire dans notre université. Il faut en sortir, il faut aller vers le territoire, aller vers les entreprises, si l'on veut arriver à aider nos étudiants à trouver un avenir professionnel, surtout dans cette période de crise sanitaire. Alors, de façon synthétique, Pascal, est-ce que tu peux aller sur ce point-là, et puis après sur le point en lien évidemment avec la stratégie territoriale que l'on peut avoir avec les autres établissements d'enseignement supérieur?
Ok, Michel, ben, de toute façon scientifique, ça va être un super challenge, mais quand même quelques éléments donc, pour prendre en considération ça. Donc, Pascal Frachet, je suis un enseignant en sciences de gestion. Je suis en poste à l'IUT d'Amiens, au département technique de commercialisation. Et donc, ça précise un peu mon profil. Je suis en responsabilité de la licence professionnelle Assurance Banque Finance depuis 15 ans. J'ai également porté 3 autres licences professionnelles qui sont développées aujourd'hui à l'IUT, interdépartement. Et puis également contribué fortement au développement du Master Pro, donc conseiller clientèle de professionnels dans le domaine bancaire à l'IAE d'Amiens et donc à l'UFR Économie et de Gestion. Et alors tout ça pour dire quoi? Que c'est dans une même logique. Pour ce qui me concerne, c'est la même logique, c'est-à-dire donc de porter des formations qui répondent aux besoins du territoire. Donc, quand on évoque le territoire, alors, outre le fait que ce soit l'ADN de l'UPJV, hein, depuis 50 ans, elle revendique effectivement un ancrage territorial, le territoire, c'est quand même aujourd'hui bien une qui nous revient, je dirais, très fortement dans nos logiques d'action, de pensée. On l'a vu dans le domaine du médical, on va le voir bientôt dans le domaine, je pense, qui est lié au plan de relance économique et puis à la façon dont le CPER va être certainement repensé sous la contrainte de ce plan de relance économique. Et on va voir effectivement que le territoire va par le biais des représentations politiques, exister avec beaucoup plus de force qu'il n'existait jusqu'à maintenant, ce qui fait que l'université se doit de répondre plus encore qu'avant, beaucoup plus encore qu'avant, à des besoins exprimés par les entreprises, des besoins exprimés par l'écosystème socio-économique, des besoins exprimés également par donc les institutions de référence avec lesquelles nous sommes en relation pour nos implantations dans le territoire picard, hein, et puis aussi parce qu'elles seront effectivement porteuses donc, de ces exigences de l'État de servir au mieux les intérêts économiques et évidemment l'élévation du niveau de formation donc, des individus. Si on sans faire je dirais, dans la dramaturgie ou la collapsologie, mais si on prend en compte le fait qu'il va y avoir un effondrement assez marqué donc, de certains tissus économiques en région, les besoins des salariés vont être extrêmement importants et effectivement, il nous faut être en capacité d'y répondre. Alors, quelques éléments par rapport à ces éléments de constat qui sont plus récents, mais ce qui n'a jamais changé dans notre façon de penser, c'est qu'effectivement, je dirais les relations entre l'entreprise et le monde académique, mais avec l'université, ne sont pas très fluides, pour des tas de raisons. Ne sont pas très fluides, à la fois parce que peut-être qu'on a un manque d'acculturation à la stratégie d'entreprise, on ne sait pas très bien pourquoi. Il y a également des verrous qui sont des systèmes de sécurité idéologique qui sont assez confortables pour ne pas se remettre en question, qui ont créé des zones de confort finalement, mais qui nous amènent aujourd'hui à être en difficulté. Parfois, on va le voir sur le plan de la ressource propre et financier. Et donc, si on ajoute à ça qu'effectivement, on n'a par ailleurs pas une culture de la relation entreprise et qu'on est comparativement à d'autres universités du nord de l'Europe beaucoup moins intégrées qu'elles dans les tissus socio-économiques, eh bien, on voit effectivement qu'aujourd'hui, il y a une nécessité impérieuse, c'est de se mettre en marche vers l'entreprise. Alors, je dis souvent, mais je le reprends, mais ça, pour mes collègues, c'est un peu un gimmick, mais c'est vrai, c'est qu'on parle beaucoup d'entreprise à l'université, mais pas suffisamment, en tout cas trop rarement avec l'entreprise. Aujourd'hui, effectivement, on peut dire que la fluidité entre le monde académique et le monde industriel eh bien, n'est pas suffisamment important. Donc, on manque de passerelles entre l'université et ce monde-là. On a des contractualisations qui sont beaucoup trop lourdes, beaucoup trop complexes, beaucoup trop lourdes, beaucoup trop longues aussi, que ce soit en formation continue ou en recherche. On a, semble-t-il, quelques difficultés pour faire pousser et faire croître et accélérer le développement de nos startups. Et puis, encore une fois, peut-être aussi, on manque d'indicateurs, de mesures de nos performances dans ces sujets-là. Donc, on doit se rapprocher du monde socio-économique, puis on doit également se rapprocher progressivement et beaucoup plus fortement donc, des collectivités de référence, parce qu'encore une fois, elles ne manqueront pas demain de nous solliciter. Alors, quand je dis de nous solliciter, il serait quand même beaucoup mieux que l'on soit dans une stratégie construite, donc volontariste, choisie, que dans une stratégie déduite, je dirais imposée par les collectivités. Et c'est l'université qui doit apparaître effectivement comme chef de file et tête de pont. Alors, est-ce qu'on sera capable de le faire seul? Peu probable. Est-ce qu'on sera capable de le faire seul au sein d'une institution publique ou du domaine public? Peu probable également. Il faut qu'on sorte de nos territoires habituels, il faut qu'on sorte de nos zones de confort, certainement devoir penser contre nous-mêmes, et il va falloir qu'on revienne vers
les opérateurs de l'enseignement supérieur du sud des Hauts-de-France, et notamment vers ceux qu'on a peut-être un peu laissés de côté. Je pense à Unilassal, qui actuellement a fait une belle opération stratégique avec les IE, mais également à d'autres instituts de formation plus proches, comme les ZAD, mais également que l'UTC. Hein. On peut avoir aussi l'ESCOM. Voilà, autant d'établissements avec lesquels on doit co-construire, on doit partager. Notre réalité, elle est territoriale. On a pu créer une grande région sur le plan géo-administratif, il n'empêche pas moins qu'aujourd'hui, il reste une réalité socio-économique très particulière au territoire picard. Et l'université, parce qu'elle est de Picardie, doit être le chef de file de tous ces projets, qu'ils soient en recherche, mais aussi en formation professionnelle, en formation continue, pour être bon également en formation initiale. Donc tout ça doit s'osmoser, je dirais, dans le temps, et c'est tout le projet qui est là porté par l'équipe autour de Michel Sama. Hein, donc il s'agit de construire ensemble et reconstruire ensemble, effectivement, une université qui prend plein pied dans son territoire. Pascal, juste sur, je me permets d'avancer un petit peu, juste sur un ou deux petits éléments là que je voulais avancer. C'était bien sûr, hein, tout ce que tu dis est vrai, en particulier sur la collaboration avec les autres établissements d'enseignement supérieur. Il faut qu'on continue la collaboration qui est en place, d'ailleurs que nous avons débuté en 2015-2016 avec le Littoral et l'Artois, mais je crois qu'il ne faut pas abandonner d'avoir un dialogue constructif avec l'Université de Lille. Dernier petit élément, je crois, c'est une université qui doit être tournée vers l'international. Moi, ça me paraît très, très important. Si on veut valoriser notre université, on ne doit pas rester uniquement dans notre territoire national. Il y a des enjeux à aller vers nos partenaires internationaux, que ce soit les partenaires internationaux classiques, en particulier dans la francophonie, mais aussi dans tout le territoire européen, anglo-saxon, Amérique du Nord. Je voulais qu'on garde un tout petit peu de temps pour pouvoir aussi essayer d'analyser un autre point qui est les aspects financiers. Et là, je voudrais vous emmener sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur. Alors, je voudrais essayer de partager d'abord mon écran avec ce site du ministère de l'Enseignement supérieur pour vous montrer la réalité des aspects financiers d'aujourd'hui de notre université. Et je vais donc donner la parole à Aymeric qui va commenter quelques éléments. Donc, on est sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur avec les chiffres financiers du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, c'est absolument des chiffres qui sont complètement dignes de foi. Aymeric. Bonjour à tous, donc je me présente, je suis Aymeric Lamidio, donc je suis professeur agrégé de mathématiques et je suis en charge de l'enseignement, notamment des mathématiques financières à l'IUT d'Amiens. J'ai également 15 ans d'expérience dans l'apprentissage en tant que responsable de filière, également développement de l'aspect financier sur le pérennisé lorsque j'étais au CF3A, le CFA de l'Académie d'Amiens. Et aujourd'hui, donc, je suis responsable de l'alternance à l'IUT pour le département GEA et puis également co-responsable de la licence métier de l'entrepreneuriat. Voilà, donc on voulait mettre en évidence une certaine situation. Donc, on sait que les comptes sont certifiés. Alors, il faut savoir que certifié ne veut pas dire qu'ils sont positifs. Certifié veut simplement dire qu'ils ont été transmis selon les règles comptables. Donc, on peut donc se fier aux indicateurs qu'on va voir, ce qui est plutôt rassurant. Alors, pour autant, est-ce que les finances sont saines? Quand on regarde le résultat net comptable, donc on a choisi 4 opérateurs qui nous semblent particulièrement parlants, 4 indicateurs, pardon, on était de 6,3 millions, donc positif de 6,3 millions en 2015, et on est passé aujourd'hui, pour la première fois dans l'université, donc un résultat net comptable négatif de moins 0,3 millions d'euros. Alors, si on regarde un petit peu la distribution d'indicateurs, à l'origine, on était donc ici effectivement dans le dernier tiers en 2018 de l'ensemble des universités pour progressivement, vous voyez ici en 2019, puis enfin en 2020, arriver dans le tout dernier quart des résultats des universités. Donc non seulement on a une baisse significative, mais également une baisse significative par rapport aux autres universités. Le deuxième indicateur dont on va parler, c'est la capacité d'autofinancement. Alors, la capacité d'autofinancement, c'est l'épargne qui est dégagée pendant l'exercice qui va permettre d'assurer tout ou partie de l'investissement.
Donc, c'est fondamental dans l'optique de pouvoir soutenir, par exemple, des ambitions sur un programme immobilier ou tout simplement des investissements sur la recherche. On était donc, en 2015, avec une capacité d'autofinancement de 8,8 millions. Et aujourd'hui, donc, elle a été divisée par 3,5 et on arrive à une capacité de financement de 2,6 millions. Autre indicateur qui va être en lien, c'est le fonds de roulement en jours de charge décaissable. Le fonds de roulement en jours de charge décaissable, c'est également de la trésorerie, c'est-à-dire c'est un levier d'investissement qui peut être utilisé au fur et à mesure de l'année. Il était de 64 jours en 2015, aujourd'hui il est de 35 jours. Donc, et on est très proche du seuil de vigilance et du seuil d'alerte, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'était un levier qui pouvait être utilisé, aujourd'hui ce ne sera plus un levier utilisable. Et enfin, le dernier indicateur qu'on va mettre en évidence, c'est celui des dépenses du personnel sur les produits encaissables. Et donc, c'est-à-dire que lorsqu'on voit qu'il est passé de 82,9 en 2015 à 85,3 aujourd'hui, c'est-à-dire que les recettes, finalement, n'ont pas évolué en proportion des dépenses du personnel, de l'augmentation des dépenses de personnel. Ça met en évidence l'incapacité qu'a eu l'université sur ces 4 dernières années de développer ses recettes, et notamment par rapport à la formation continue. On pourra mettre en parallèle le fait du nombre d'apprentis qui, entre 2015, apprentis plus contrat d'apprentissage, donc on parle apprentissage plus alternant, plus contrat de professionnalisation, l'ensemble de l'alternance, on est sur un nombre d'alternants stable depuis 5 ans, avec aucune évolution positive à ce niveau-là. Merci Aymeric. Donc Pascal, peut-être en 1 ou 2 minutes, mais pas plus, pour qu'on ait le temps de discuter après. Comment est-ce que notre équipe propose d'assainir ses finances? Alors, évidemment, il y a à la fois il y a les 2 colonnes, donc une meilleure maîtrise des dépenses et puis une amélioration des recettes. Et c'est vrai que les marges de manœuvre, bien qu'elles soient étroites, elles le sont d'autant plus que les deniers publics vont être de plus en plus rares et difficiles d'obtenir. On l'a vu, Moustapha l'a signalé, les appels à projets, c'est quand même une opportunité qui coûte beaucoup en termes d'investissement, de fatigue, parfois de souffrance au travail. Et donc, effectivement, il nous faut aller chercher des ressources pérennes, peut-être plus consistantes et plus accessibles. Et donc, moi, je les trouve plutôt dans le côté formation continue que l'université se doit de redynamiser. Aujourd'hui, le marché de la formation continue a complètement changé de paradigme. On est face à de nouveaux acteurs, de nouveaux entrants. On est face à un changement des logiques d'achat, d'acquisition. Il y a un booking de la formation continue à travers le CPF. Encore faut-il être visible et présent. Et pour être visible et présent, encore faut-il délivrer des blocs de compétences, ce qui suppose de segmenter nos programmes de formation, plus en bloc de connaissances, mais en flux de compétences. Et ça, c'est un très, très gros travail à faire. Il y a une volonté de l'équipe actuelle de l'engager. On peut tous regretter que ces dommages ne soient pas suffisamment engagés et accélérés, parce que c'est une réalité. Il va nous falloir trouver de la ressource propre, et c'est par la formation continue qu'on va pouvoir aller la chercher. Mais la formation continue, effectivement, c'est principalement du CPF. Et le CPF, c'est du bloc de compétences. Donc, on a de gros chantiers devant nous pour repenser notre ancrage sur des ressources pérennes, des ressources propres pérennes. Merci beaucoup Pascal. Alors, on veut toujours ne parler pendant 10 à 15 minutes, et puis on est tous extrêmement bavards parce qu'on a envie chacun de donner le meilleur de nous-mêmes. Je pense que là, on a passé en revue les 10 points qui nous semblent importants de notre programme, et donc on est complètement à la disposition de chacun d'entre vous qui voudriez poser des questions. Donc, le micro de Monsieur Rivalin est ouvert, mais ceux qui veulent, parmi les autres journalistes, il suffit de mettre en bas à droite, vous avez réaction, vous mettez un pouce et comme ça, on pourra réouvrir votre micro. Hélène va être attentive à votre demande de parole pour poser des questions.